Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui le professeur Albert Ouédraogo, qui est auteur du livre Démocratie et chefocratie ou la quête d'une gouvernance apaisée, paru aux éditions Puo. Il est également ancien ministre de la République. Monsieur Ouédraogo, merci d'être toujours en notre compagnie. Avant de marquer une pause, vous disiez tout à l'heure que la chefferie africaine n'a pas tout de go décidé d'effectuer une mutation, mais a subi cette mutation. Et vous dites que ceux qui lui ont fait subir la mutation, ce n'était pas par philanthropie, mais c'est par intérêt. Mais quel était l'intérêt? L'intérêt, c'était d'avoir une mainmise sur les ressources du continent. Et cet intérêt n'a pas changé. C'est les ressources minières, c'est les ressources agricoles, c'est les ressources humaines. Donc cela n'a pas vraiment évolué. Le continent africain est encore considéré par l'Occident comme une sorte d'Eldorado où l'on vient puiser les ressources et puis où on laisse la misère. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce qui se fait, on constate que cette chefferie est confinée dans un rôle peut-être de consultation, mais pas dans un rôle exécutif. Et vous l'avez très bien martelé à la page 30 du livre, où vous disiez, citation, « La présence remarquée ces derniers temps de la chefferie dans les postes électifs commence à inquiéter, certes, mais il faut reconnaître que les chefs politiquement engagés constituent une minorité comparativement à ceux qui continuent d'évoluer en marge de la politique partisane. » Fin de citation. Mais est-ce qu'on n'a pas de vraies raisons de s'inquiéter dans cette mue qu'on constate aujourd'hui des chefs traditionnels qui s'immiscent un peu dans ce qui est politique? Je vous disais d'entrée de jeu que la chefferie traditionnelle est d'essence politique. Elle a été sevrée de cette essence politique du fait de la violence coloniale. Lorsqu'il y a eu les ouvertures démocratiques et qu'on a eu tendance à oublier les chefs vont se rappeler au bon souvenir des hommes politiques modernes, pour leur rappeler que leur premier rôle était politique. Donc, de mon point de vue, c'est la démocratie qui n'a pas prévu la chefferie. Parce que, un peu comme un cours d'eau, lorsque vous ne prévoyez pas les caniveaux, l'eau est obligée de se créer des passages par force. C'est pourquoi, de mon point de vue, il faut chercher à construire les digues et les caniveaux et les canalisations qui pourront permettre à la chefferie de s'écouler sans ébranler les assises de nos démocraties. Donc, si je comprends très bien, vous voulez que l'on donne un statut de manière très claire à la chefferie. Absolument. Et selon vous, il faut évoluer vers... Quel est le cas de figure le plus plausible vers lequel on devrait aller si on veut donner un statut à la chefferie aujourd'hui? Il suffirait, de mon point de vue, que l'on quitte la logique française, la logique francophone. Il suffit de regarder vers les pays anglophones et nous verrons comment les chefferies ont été traitées. Vous allez au Nigeria, vous allez au Cameroun, vous allez au Ghana. Mais la chefferie est une institution qui a pignon sur rue, qui gère ses affaires, qui arrive à impacter positivement la société. Et regardez, dans ces sociétés, on ne pourrait pas dire qu'elles sont beaucoup plus, je dirais, mal gérées que les sociétés francophones. D'autant plus que, quand on regarde très bien, dans les sociétés que je viens de citer, la chefferie est tellement bien gérée que vous n'avez pas affaire aux questions de double chefferie. Vous venez au Burkina, dans une seule localité, vous pouvez vous retrouver avec 3 chefs. Ce qui est impossible au Ghana. Parce qu'on sait quels sont ceux qui répondent aux critères pour être chef. Au Burkina, lorsque vous êtes un chef et que vous n'êtes pas aligné sur les points de vue du parti majoritaire au pouvoir, on vous sécrète une opposition et ça fait une double chefferie. Mais c'est un problème. Donc c'est pourquoi je dis il faut travailler à rendre la chefferie, à faire de la chefferie un allié pour nos démocraties. Et ça, c'est jouable. Quand vous avez posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un danger? J'ai dit oui, il y a un danger. Il y a un danger de continuer à jouer à la politique de l'Autriche. Parce que si vous prenez la constitution du Burkina, il est dit que les chefs sont des citoyens au même titre que vous et moi. Et que de ce point de vue, ils peuvent faire valoir leur citoyenneté comme vous et moi. Je dis d'accord. Faisons, suffit pas. Continuons à le croire ou à le rêver. Et aux prochaines élections, si l'idée venait à
habiter le Moro-Naba ou un de ses chefs d'être candidat à la magistrature suprême. Qu'est-ce qu'on fait? Si nous considérons qu'il est un citoyen ordinaire et qu'aux prochaines élections, il décide d'être candidat pour être président du Faso, nous faisons quoi? Oui, mais une chose quand même très importante qu'il faut remarquer, c'est qu'on ne constate pas la chefferie elle-même plaider sa propre cause. En tout cas, se mettre ensemble pour parler d'une même voix afin de peser dans les prises de décision. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir changer les choses? Parce que beaucoup de personnes ne plaident pas pour leur cause. Je dis cela répond à une philosophie du terroir. La philosophie du terroir est celle-ci. Il est dit, il est plus facile de dire donnez telle chose à telle personne que de dire donnez-moi telle chose. La dignité de la chefferie, je dirais la noblesse de la chefferie fait qu'elle n'est pas là en train de quémander des choses pour elle-même. Oui, mais elle est plus portée à demander des choses pour les autres. Et c'est pourquoi vous ne les entendez pas en train de dire « donnez-nous ça, parce que ce n'est pas noble ». Oui, mais il faut remarquer quelque chose, c'est qu'aujourd'hui on constate que la chefferie est la sorte de pouvoir politique qui profite de l'influence que la chefferie a sur les populations, qu'elle considère comme un bétail électoral qu'elle met à la disposition du pouvoir politique. Donc la chefferie a un vrai pouvoir. Mais donc à ces moments-là, pourquoi on ne profite pas pour faire passer des messages au pouvoir exécutif en disant attention, on ne peut pas continuer comme ça, il va falloir qu'on règle un certain nombre de choses. Lorsque nous allons aborder la question spécifique du Burkina, nous verrons pourquoi le Moro-Naba a pu jouer un rôle aussi important lors de l'insurrection des 30 et 31. Justement, parce que n'eût été cette voie-là, on n'aurait pas pu avoir un retour à la paix tranquillement, parce que regardez tous les insurgés, les hommes politiques, les partis politiques, les syndicats, la société civile, les religieux ont couru spontanément vers le Moro-Naba pour demander sa médiation. S'il avait été politiquement engagé, politiquement marqué, c'était impossible. Mais ça, c'est un cas d'école, le cas du Burkina Faso, le cas de Ouagadougou avec le Moro-Naba. Mais c'est un cas d'école. Comment est-ce qu'on en est arrivé là à donner autant d'autorité à un individu qui règne sur une bonne partie de la population? Comment est-ce qu'on a pu réussir ici alors qu'on a échoué presque partout ailleurs? Non, c'est une construction de l'histoire. Ce qu'on a réussi ici, c'est le fruit des tentatives vaines qui ont échoué. Parce que le colonisateur ne voulait pas du Moro-Naba. Et il s'est rendu compte que lorsque l'image et la figure du Moro-Naba disparaissaient, les Mossé n'étaient plus gérables. Donc il a été obligé de revenir à cette figure du chef. Au niveau des indépendances, je vous rappelle que ce sont les chefs traditionnels qui se sont battus pour la reconstitution de la Haute-Volta. La Haute-Volta avait été démantelée pendant 15 ans entre le Mali, la Côte d'Ivoire et le Niger. Et si le train ne s'est pas arrêté à Bobo-Dioulasso et a sifflé jusqu'à Ouaga, c'est aussi l'œuvre des chefs. C'est-à-dire que les chefs se sont, depuis la colonisation, battus pour que justement la Haute-Volta et le Burkina soient ce qu'il est. Et c'est pourquoi leur présence est incontournable. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est aussi le fruit d'un engagement pour ce pays-là, pour cette nation. Et ce sont les chefs, je dirais, de toutes les entités du Burkina. En tout cas, le cas de Burkina Faso dont on parle me paraît tellement important que je voudrais quand même rester là-dessus pour finir cette émission, parce que vous avez dit tout à l'heure le rôle qu'a joué le Moro-Naba pendant les insurrections. Mais on constate aujourd'hui que dans d'autres pays africains, il y a des rois, bien entendu, mais on voit ces rois-là qui assistent à des marches de soutien aux autorités politiques. On voit ces rois-là qui sont tout le temps au palais, on ne sait pas ce qu'ils s'en vont chercher. Mais est-ce qu'on n'a pas contribué à galvauder l'image du chef et par conséquent, au moment où ils devaient jouer le rôle de stabilité, ils ne l'ont plus réussi? Quel est le risque que l'on court dans ces conditions? C'est le vrai danger. C'est le vrai danger d'instrumentaliser la chefferie. Parce que si on l'instrumentalise, demain cette chefferie ne pourra être d'aucune utilité. Elle sera simplement une sorte de pot de fleurs, de marionnette que les hommes politiques tournent à souhait et qui seront dans l'incapacité d'être une sorte de bonne conscience des chefs.
Parce que la chefferie a quand même une dimension spirituelle et religieuse. La chefferie est capable d'attirer l'attention sur les dérives des hommes politiques. Mais si la chefferie elle-même se laisse gagner par la corruption, ça devient un danger. Et parce que la chefferie n'a plus tellement les moyens, je dirais, de son existence, nous disons, faisons en sorte que la chefferie ne soit pas sous les bottes du pouvoir politique qui a les moyens financiers et qui peut tout corrompre. Voilà pourquoi il faut faire de la chefferie une institution républicaine qui pourra avoir un budget, qui pourra se rendre compte de la gestion de son budget et qui pourra avoir une certaine marge de manœuvre et que ce soit une institution de la République et que ce ne soit pas une institution au service d'un parti politique ou d'un chef d'État. Monsieur Ouedraogo, je m'en voudrais de finir cette émission quand même sans vous demander quelle est la solution que vous préconisez, parce que vous avez étudié dans ce domaine, vous avez fait des études approfondies, vous avez fait des enquêtes, mais quelle est l'issue qui s'offre à nous aujourd'hui, à nos peuples africains? Qu'est-ce qu'il faut faire afin que ces valeurs ne disparaissent pas complètement sur le continent? Si nous ne voulons pas que ces valeurs disparaissent, il faudrait que nous ne soyons pas amnésiques. Il faudrait que nous ne soyons pas complexés par rapport à notre passé. Il ne faudrait pas que nous pensions que tout ce qui nous vient de notre passé est nécessairement mauvais. Il ne faudrait pas que nous pensions que seul ce que l'Occident nous enseigne à l'école constitue des valeurs. Parce que nous avons aussi des valeurs qui méritent d'émerger. Et de mon point de vue, la question de la chefferie est une question qui mérite d'être posée à l'aune de la démocratie. Parce que si elle est bien construite, cette chefferie-là peut être une sorte de deuxième chambre, une sorte de collège où justement un certain nombre d'autorités morales pourraient siéger pour enfin être la mémoire de nos valeurs d'intégrité, de nos valeurs d'humanité, de nos valeurs de respect de l'ancien, de nos valeurs de respect de la vie et de respect de la probité, afin que justement les gouvernants ne soient pas simplement séduits par le gain facile. Oui, mais M. Ouedraogo, je ne peux pas vous cacher quand même mon pessimisme quant à ce que l'on réussisse à améliorer cet état de choses. Est-ce que de votre côté, vous êtes optimiste? Est-ce que vous voyez des signaux vers où il faut se tourner? D'où est-ce que la solution viendra? Est-ce que vous voyez des signaux comme quoi ça peut s'améliorer? Oui, moi je vois des signaux positifs. Parce que quand je disais tantôt que les chefs qui sont engagés dans les partis politiques sont minoritaires, c'est parce que la majorité considère que l'affiliation à la chefferie, à la politique, est une déviation de la chefferie. Oui, mais ceux qui résistent aujourd'hui, réussiront jusqu'à quand? Ceux qui résistent ont besoin que nous puissions les accompagner. Et en soutenant leur cause, en montrant qu'ils sont dans la bonne voie. Par exemple, nous, on a créé une association qui s'appelle Racine. L'association Racine est née de la parution de ce livre. Quand ce livre est sorti, il y a un chef traditionnel, et pas des moindres, qui l'a lu et qui a demandé à me rencontrer. Et après échange, il m'a dit, c'est bien, vous avez écrit, mais combien de gens lisent au Burkina? Faites quelque chose au-delà du livre. J'ai dit, mais faire quoi? Créer une association, un espace à travers lequel on va discuter, on va échanger, on va conscientiser. Pour que justement, on rencontre les chefs, qu'on leur parle et qu'on leur dise, restez dans la chefferie. Travaillons à avoir votre statut, mais ne vous laissez pas inféoder par la politique. On a commencé. Démocratie et chefocratie ou la quête d'une gouvernance apaisée au Faso, c'est le titre de votre livre paru aux éditions Puyo. Monsieur Albert Ouedraogo, merci beaucoup. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. Regardez bien ce livre. Il veut bien s'en procurer, le lire pour savoir qu'il y a des choses dont on peut être encore fier. Il y a des choses qu'on doit sauvegarder pour l'équilibre de notre continent. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. À bientôt.